90, lutter contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les PTCID en abrégé. Plus tard, des ACAT et la FIACAT, qui avait été créée en 1987, ont entrepris de combattre également la peine capitale. En 2012, Juan Méndez, l'ancien rapporteur spécial contre la torture du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a examiné concrètement le lien entre peine capitale et torture ou d'autres PTCID. Tout d'abord dans le cadre de l'imposition de la peine capitale, puis dans l'attente de l'exécution, et enfin au cours de l'exécution même. Il a également conclu qu'une règle coutumière est en voie d'émerger en droit international, qui considère la peine de mort comme une atteinte à la dignité humaine et comme étant en soi une violation de l'interdiction absolue de la torture ou d'autres PTCID. Tout ce contexte a déterminé la FIACAT à miser depuis quelques années sur une approche multiforme de la torture et d'autres PTCID, que ce soit une approche transversale, catégorielle ou genrée et intersectionnelle. Ceci a permis une interprétation plus large de notre mandat et de varier nos activités. Notre but est ainsi de mettre à la disposition de la trentaine d'ACAT membres un outil supplémentaire qui nous dote de tous les moyens nécessaires pour couvrir et lutter contre toute situation et tout cas de violation individuelle des droits de l'humain tombant dans notre domaine d'action. Notre mandat porte, comme vous le savez, sur deux droits absolus, donc intangibles en tout temps, à savoir le droit à l'intégrité corporelle et mentale et le droit à la vie. Dans ce contexte, il est pour la FIACAT d'une grande importance stratégique d'utiliser la torture et les autres PTCID comme armes contre la peine capitale. Notre objectif fondamental est ainsi de contribuer à montrer un jour que la peine de mort est une violation de la dignité humaine et par là de tous les droits humains, à commencer par le droit à la vie et le droit à l'intégrité corporelle et mentale. Nous menons depuis quelques années un plaidoyer relatif à une résolution bisannuelle de la Suisse au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève sur la question de la peine de mort. Une résolution que, soit dit en passant, j'avais eu l'occasion d'élaborer et de négocier en juin 2016 en tant qu'ex-diplomate responsable de la politique étrangère suisse en faveur des droits humains sur les plans bilatéral, régional et international. Le but principal de cette résolution et de notre plaidoyer est de requérir du secrétaire général des Nations Unies d'examiner dans son supplément au rapport quinquennal sur la peine capitale ce lien entre d'une part la torture ou d'autres PTCID et d'autre part la peine capitale sous tous ses aspects possibles. Et nous espérons qu'un jour viendra où le rapport du secrétaire général pourra constater que la peine capitale est bel et bien une violation de la dignité humaine et par là des droits qui en découlent. En tout premier lieu, le droit à la vie et le droit à l'intégrité corporelle et mentale qui sont de notre ressort. Dans ce sens, nous avons, en été 2021, élaboré à ce sujet une longue note de position de la FIACAT pour appuyer en fait la démarche des États abolitionnistes, de la société civile des droits humains et du secrétaire général des Nations Unies. Et notre étude montre que la tendance va lentement, mais vraiment lentement, dans la bonne direction. Au niveau de la jurisprudence de cour nationale, régionale et internationale, ainsi que de la pratique des organes de supervision des traités en droits humains de l'ONU et des procédures spéciales concernées du Conseil des droits de l'homme. Cette étude de la FIACAT sera mise à jour cet été et distribuée en temps utile avant la session de septembre 2023 du Conseil des droits de l'homme, où sera adoptée la prochaine résolution sur la question de la peine de mort. Chers ACAT, l'abolition de la peine capitale est, à mon avis, avec le droit
à l'égalité des personnes LGBTIQ+, le thème le plus difficile à traiter et à faire progresser au niveau international. Ainsi, même des États abolitionnistes doutent aujourd'hui de pouvoir utiliser la torture pour mettre fin à la peine capitale. C'est donc à nous, la société civile, à vous les ACAT et à nous la FIACAT, qu'il incombe absolument de convaincre les États et de poursuivre sur cette voie jusqu'au bout, tant au niveau bilatéral que régional africain et international. Et j'espère, peut-être à titre personnel, qu'il nous sera un jour même possible d'agir dans ce sens, également au niveau de l'Organisation des États américains, l'OEA, OAS en anglais. Voilà ce que je tenais à dire à titre d'introduction. Je serai à disposition s'il y a des questions qui seraient de mon ressort. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Et j'en profite pour préciser qu'en fin de présentation, il y aura évidemment un format plus interactif et d'échange. On a essayé de garder au maximum un temps d'échange conséquent pour que ça ne se résume pas à 2 questions en fin d'événement, mais plutôt que ce soit au cœur de cet événement. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Je vais dès à présent donner la parole à Camille Aubinet, ici présente, et qui a joué un rôle important dans la rédaction et préparation de la note de position qu'évoquait Jean-Daniel à l'été 2021. Camille, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Corentin pour l'introduction. Alors du coup, lorsque la FIACAT m'a offert l'opportunité de rédiger sous la direction de Marie Salpati la note de position sur la peine de mort et l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en août 2021, l'objectif était tout d'abord de soumettre ce document au DFAE Suisse afin de les convaincre de la nécessité d'obtenir de la part du secrétaire général des Nations Unies un supplément à son rapport quinquennal sur la peine capitale qui porterait sur ce sujet, comme l'a précisé Jean-Daniel. D'un point de vue thématique, la reconnaissance, en particulier au niveau des Nations Unies, du lien entre peine de mort d'une part et torture et peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant d'autre part, peut en effet constituer un argument de poids en faveur de l'abolition universelle. La plupart des États rétentionnistes ayant ratifié à minima le pacte international sur les droits civils et politiques, qui prohibe explicitement la torture et les mauvais traitements en son article 7, le plaidoyer abolitionniste pourrait alors trouver une nouvelle base contraignante. De manière encore plus ambitieuse, la prohibition de la torture constituant une norme de droit international coutumier dite de jus cogens, à savoir une norme à laquelle les États ne peuvent déroger, un deuxième fondement, non conventionnel cette fois-ci, s'ajouterait à l'arsenal des arguments juridiques mobilisables pour demander l'abolition, notamment dans les pays n'ayant pas ratifié ou n'ayant pas signé le pacte international sur les droits civils et politiques ou d'autres traités internationaux ou régionaux abolissant la peine de mort. Donc, je pense par exemple à l'Arabie saoudite ou à la Chine qui a seulement signé le pacte international sur les droits civils et politiques. Ça suppose cependant que les États s'abstiendraient d'ores et déjà de condamner à mort et d'exécuter, puisqu'ils auraient conscience d'être liés par une obligation juridique, à savoir que la peine capitale constitue une forme de torture ou de mauvais traitement, ce qui n'est actuellement pas le cas dans les faits. L'enjeu pour moi était donc tout d'abord de faire un état des lieux de la jurisprudence et des instruments légaux afin de démontrer l'existence d'une tendance globale à reconnaître la peine de mort comme étant une forme de torture ou de peine cruelle, inhumaine ou dégradante, pour ensuite permettre à la FIACAT d'élaborer des stratégies de plaidoyer sur ce fondement. Mes recherches se sont donc focalisées dans un premier temps sur la jurisprudence et les instruments légaux récents, c'est-à-dire principalement produits sur ces 10 dernières années par des juridictions nationales ou des organisations internationales et régionales. Au niveau national, il est très difficile en fait de trouver de la jurisprudence sur ces questions pour des raisons légales, politiques, culturelles, qui varient en fait d'un État à l'autre. Ça peut être un pouvoir judiciaire qui manque d'indépendance et d'impartialité par rapport au pouvoir politique, des tribunaux nationaux qui ne sont pas compétents pour se prononcer sur l'inconstitutionnalité ou l'inconventionnalité de certaines pratiques ou de certaines lois, des difficultés d'accès à une défense effective ou des voies de recours pour les personnes condamnées à mort dues à des facteurs tels que la pauvreté, la discrimination, l'accès limité à la représentation juridique, la rétention des informations sur les affaires judiciaires aussi, qui sont relatives à la peine de mort ou aux droits humains, mais aussi l'absence du coup d'un consensus international clair et réaffirmé sur la question qui peut conduire à des interprétations différentes des normes qui concernent les droits humains et donc affecter le raisonnement juridique utilisé par les tribunaux nationaux.
Quant aux organisations internationales ou régionales, les raisons derrière la faible quantité d'instruments contraignants portant sur ce sujet sont également nombreuses, en premier lieu desquelles la frilosité des États à se prononcer sur la peine de mort en raison de son caractère extrêmement politique. Il a donc été nécessaire, du coup, d'élargir mes recherches et de m'intéresser aux textes de soft law, donc aux instruments juridiques non contraignants, mais qui demeurent persuasifs ou influents dans l'élaboration de normes juridiques. Il vise notamment à créer des attentes en matière de développement juridique futur, voire à créer une dynamique en vue d'adopter des instruments contraignants à l'avenir. Et les textes de doctrine m'ont aussi permis d'éclairer l'existence d'un consensus parmi les chercheuses et les chercheurs issus de différentes zones géographiques, mais surtout d'aller plus loin dans l'analyse du lien entre torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et peine de mort. Donc pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, si on regarde le parcours des condamnés à mort de la condamnation à l'exécution, il est possible d'identifier des formes de torture ou de peine et traitements inhumains, cruels et dégradants à chaque étape. Dans le cadre du procès, il n'est pas rare qu'une personne soit condamnée sur la base d'aveux obtenus directement sous la contrainte et en l'absence d'une représentation légale par une ou un avocat. Par ailleurs, certaines de ces personnes peuvent être mineures, présenter un handicap intellectuel et ou psychosocial qui n'est pas pris en compte lors de la condamnation et donc appartiennent à des catégories envers lesquelles l'imposition de la peine de mort est particulièrement cruelle, inhumaine ou dégradante en raison de leur vulnérabilité face au système pénal. Elles et ils sont ensuite confrontés à de longues périodes d'attente et d'incertitude quant à leur exécution, jusqu'à plusieurs décennies, donc je pense notamment aux États-Unis, dues à des procédures judiciaires prolongées pendant lesquelles elles et ils sont souvent détenus au secret, placés à l'isolement, coupés de tout contact avec leurs proches, ce qui les expose du coup à de graves souffrances physiques et psychologiques, notamment à diverses formes d'anxiété, de stress, de dépression, des troubles cognitifs tels que des distorsions de la personnalité, un déni de la réalité, des tendances suicidaires constitutives, toutes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire de torture. Le fait de ne pas informer en temps utile les condamnés à mort de la date prévue de leur exécution ou d'en changer la date au dernier moment a aussi été considéré comme une forme de mauvais traitement par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Quant à l'exécution, elle implique donc de prendre la vie délibérément et avec préméditation. Il est donc impossible pour les États rétentionnistes de garantir l'absence de douleur physique et de souffrance psychologique, même quand les garanties requises pour les limiter sont en place. Par ailleurs, presque toutes les méthodes d'exécution encore utilisées à ce jour sont considérées comme des actes de torture ou des mauvais traitements par nature, à savoir l'asphyxie au gaz, la lapidation, la pendaison, le peloton d'exécution, l'injection létale, la décapitation ou toute autre forme d'exécution publique. D'autres peuvent également le devenir lorsqu'elles sont utilisées sur certaines ou certains condamnés à mort, notamment en raison de caractéristiques personnelles telles que leur état de santé. Or, les États sont tenus de s'abstenir de procéder à une exécution lorsqu'il existe un risque important qu'une méthode spécifique puisse entraîner une violation de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, indépendamment de l'existence d'une méthode alternative, et on sait dans les faits que ce n'est pas le cas, ce n'est pas respecté. Donc, si chaque condamné à mort n'est pas nécessairement exposé à chacune des problématiques que je viens de développer à l'instant, il est en revanche certain que toutes et tous sont victimes d'au moins une forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire de torture au cours de leur parcours pénal et carcéral. Donc on peut aller plus loin et renverser le raisonnement. La peine de mort n'est jamais exempte de torture ou de mauvais traitement et constitue donc une violation de la dignité humaine par essence. C'est d'abord vrai si on s'intéresse à des peines similaires. Donc, la peine de mort peut notamment être comparée, voire être considérée comme une forme de châtiment corporel, puisqu'elle implique l'usage de la force physique et vise à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément. Les châtiments corporels non létaux, en particulier comme la flagellation, la lapidation ou l'amputation de membres, sont désormais considérés comme des formes de torture ou à minima de traitements cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu'il s'agit de sanctions légales. Donc, logiquement, si l'amputation d'un bras est une forme de torture, il est incohérent de ne pas considérer la décapitation de la même manière, dès lors que ces deux sanctions, en plus, portent atteinte à la dignité humaine de la personne. Donc, à la lumière de tous ces éléments, il est possible d'affirmer que toutes et tous les condamnés à mort, indépendamment des spécificités du système pénal et carcéral auxquelles elles et ils sont confrontés, des méthodes ou des circonstances dans lesquelles elles et ils sont exécutés, subissent inévitablement des souffrances physiques et psychologiques telles qu'elles doivent collectivement nous pousser à conclure que la peine capitale est par essence contraire à la prohibition de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Certaines organisations internationales ou régionales avancent progressivement vers ce constat. En 2010 et en 2015, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment considéré qu'en raison de l'évolution vers l'abolition totale de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l'Europe, en fait et en droit, elle devrait être interdite en toutes circonstances, y compris sur ce fondement. Donc, comme l'affirmait Juan Mendes, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture en 2012 déjà, les normes et pratiques internationales vont en fait dans ce sens, car la capacité des États à imposer la peine de mort sans violer l'interdiction de la torture et des mauvais traitements est de plus en plus restreinte. Une norme de droit international coutumier émerge donc, lentement, très lentement, comme l'a dit Jean-Daniel, et il revient à la société civile d'élaborer des stratégies de plaidoyer pour la développer encore davantage et parvenir à l'abolition universelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille, pour ta présentation, ton travail et la clarté avec laquelle tu as participé à ce long cheminement. Je vais donner la parole maintenant à mes collègues Xavier et Marie, ou Marie et Xavier, pour vous expliquer un petit peu comment tout ce cheminement a été intégré à la stratégie de plaidoyer de la FIACAT et quelle forme concrètement cela prend au quotidien dans le travail auprès des Nations Unies, mais aussi de l'Union africaine. Marie, c'est à toi. Merci beaucoup, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour ce café à 4. Donc effectivement, comme l'ont énoncé déjà mes prédécesseurs et Corentin, ça fait plusieurs années que la FIACAT étudie ce rapport entre torture et peine de mort et défend donc la position que la peine de mort doit être considérée comme une forme de torture ou à minima une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. Cet argument, elle l'a porté à de nombreuses occasions, mais notamment dans le cadre de son plaidoyer auprès des Nations Unies, puisque c'est un sujet qui a déjà été étudié à plusieurs occasions et je vais revenir sur quelques moments clés de cette discussion au sein des Nations Unies. Tout d'abord, c'était en 2009, Manfred Nowak, qui était alors rapporteur spécial sur la torture, s'interrogeait dans un de ses rapports thématiques annuels sur le fait de savoir si la peine capitale n'était finalement pas une forme aggravée de châtiment corporel, ceux-ci étant désormais considérés comme des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Ça signifierait que la même conclusion devrait être tirée pour la peine de mort. Par la suite, c'est son successeur, Juan Mendes, qui a déjà été cité à plusieurs occasions, qui, dans son rapport de 2012, allait encore plus loin et constatait une évolution de la pratique des États vers une abolition de la peine de mort, ou en tout cas vers une restriction de son apposition, et qui soulignait que dans les deux cas, cette tendance reposait sur la conviction que la peine capitale est cruelle, inhumaine et dégradante, dans l'absolu, comme dans la manière dans laquelle elle est appliquée. Et il se disait convaincu, et là je vais citer ses propos, qu'une règle coutumière interdisant la peine de mort en toutes circonstances, si elle n'est pas encore apparue, est du moins en voie de formation. Donc on voit là encore une prise de position assez forte de la part de cet expert onusien. Et il appelait à la réalisation d'une étude juridique plus approfondie sur le sujet. Donc on voit, voilà, la position à l'époque de ce rapporteur était déjà très forte et de bon augure pour l'avenir. En 2014, un groupe d'États composé de la Belgique, du Bénin, du Costa Rica, de la France, du Mexique, de la République de Moldova, de la Mongolie et de la Suisse ont présenté pour la première fois une résolution sur la question de la peine de mort au Conseil des droits de l'homme, un organe intergouvernemental du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, qui avait pour volonté donc de revenir un peu sur les principales avancées concernant l'abolition de la peine de mort, mais aussi de décider du thème du supplément annuel au rapport quinquennal du secrétaire général sur la peine capitale, rapport qui a été mis en place depuis 2011 et qui visait à instaurer des réunions de débat biennales de haut niveau au sein du Conseil des droits de l'homme sur la peine de mort et qui en décidait du thème pour la première réunion qui était donc fixée pour l'année suivante. Une telle résolution a de nouveau été présentée l'année suivante, en septembre 2015, et à compter de celle-ci, elle s'est réitérée tous les 2 ans. Donc la résolution de 2015, qui était la résolution 30/5 de la 30e session du Conseil des droits de l'homme, a décidé que la réunion débat de mars 2017 porterait justement sur les violations de l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou PTCID en abrégé, comme l'a déjà dit Jean-Daniel, puisque c'est quand même assez long à répéter à chaque fois, et qui était donc lié à l'application de la peine de mort.
Donc, cette réunion de débat était une opportunité de faire le suivi du constat tiré par le rapporteur spécial sur la torture de 2012, Juan Méndez. Et la FIACAT en a profité donc pour affirmer sa position et défendre que la peine de mort doit effectivement être considérée comme une torture ou une peine cruelle, inhumaine ou dégradante, et qu'elle est ainsi illégale en tout lieu et en toutes circonstances. Cependant, d'autres intervenants ont peut-être été un peu plus frileux. C'est notamment le cas du nouveau rapporteur spécial sur la torture de l'époque, un Suisse qui s'appelait Nils Melzer, et qui avait conclu qu'il n'existait pas de normes coutumières interdisant la peine de mort en toutes circonstances. Il avait néanmoins mitigé un peu son propos en indiquant qu'en pratique, il était presque impossible d'appliquer la peine de mort sans violer la norme de Jus Cogens interdisant la torture et les PTCID. Certains États, pendant le débat, ont été plus loin et ont affirmé clairement que la peine de mort constituait une forme de torture ou de PTCID. Et ils ont mentionné aussi l'apparition d'une norme coutumière l'identifiant comme telle. Certains autres États ont même recommandé au commissariat d'étudier la relation entre la peine de mort et l'interdiction de la torture et les autres PTCID. Faisons donc écho, vous vous en rappelez, à l'appel de Juan Méndez de 2012 qui demandait une étude approfondie juridique sur la question. Néanmoins, en 2021, soit près de 10 ans après le rapport de Juan Méndez et 5 ans après la réunion de débat de 2017, aucune étude ni aucun rapport n'avait été élaboré sur ce sujet au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc la FIACAT a donc souhaité plaider pour que la résolution qui allait être présentée en septembre 2021 sur la question de la peine de mort décide de consacrer le supplément annuel donc, du secrétaire général de 2023 au lien entre torture et peine de mort. L'intérêt d'avoir un tel rapport de la part du secrétaire général, il est très concret. Il est en fait que ça permet déjà de soutenir les États et la société civile qui défendent que la peine de mort est une violation de l'interdit absolu de la torture et des PTCID, mais ça permet également de justifier l'inclusion de références à cela dans d'autres textes et notamment dans les futures résolutions du Conseil des droits de l'homme ou de l'Assemblée générale. En pratique, en fait, les États qui vont rédiger ces résolutions, elles s'appuient systématiquement sur le langage qu'elles tirent d'autres textes des Nations Unies pour justifier un peu ces ajouts et leur donner aussi des arguments de négociation face aux États plus récalcitrants. En plus de ces références, entre le lien entre la torture et la peine de mort, plus on en retrouvera dans les textes, plus ça va aussi appuyer l'émergence d'une norme coutumière. Donc, les premières discussions qu'on a eues avec les États à cette époque, en 2021, avec donc ce groupe d'États qui présentait la résolution, elles n'ont malheureusement pas été très concluantes au premier abord. Et plusieurs États se sont montrés très réticents à mettre en avant le fait que la peine de mort constitue une violation de l'interdit de la torture, puisqu'en fait, très concrètement, pour parler assez franchement entre nous, ça signifierait que les États rétentionnistes violent le droit international. Et donc, c'est certainement une approche qui est peut-être trop frontale et pas assez diplomatique pour les États. Et en outre, la Suisse nous avait présenté comme contre-argument que le sujet n'était pas pertinent puisqu'il n'y avait rien de nouveau sur ce thème. Bon, évidemment, ce n'était pas quelque chose qui nous semblait vraiment recevable, mais on a quand même poussé un peu plus loin notre argumentaire et c'est pour ça qu'on a estimé que nous devions nous appuyer sur quelque chose de plus tangible si on voulait espérer convaincre les États qui rédigeaient la résolution. Donc, on a décidé d'élaborer cette note d'opposition que Camille a présentée juste avant et qui recense en fait les cas dans lesquels différentes instances, que ce soit au niveau international, régional ou national, ont déjà fait ce lien entre torture et peine de mort et d'indiquer dans quelle mesure ce lien a été fait. Malheureusement, malgré la note de très grande qualité rédigée par Camille, on n'a pas réussi à convaincre les États qui portaient la résolution, et particulièrement la Suisse, qui était très récalcitrante, à choisir ce sujet. Mais on a pu néanmoins identifier au cours des négociations autour de la résolution d'autres États qui ne mettaient pas eux-mêmes en avant cet argument et qui pouvaient donc être des alliés à notre plaidoyer. Donc évidemment, on a décidé de ne pas s'arrêter là. Vous le savez, je pense tout comme moi, c'est dans l'essence même du plaidoyer de s'inscrire sur le long terme, au niveau international comme au niveau régional ou national. Il est complètement utopique de penser qu'on arrivera à un changement immédiatement dès le premier essai, même si on peut quand même un peu l'espérer, mais réalistiquement, ce n'est pas ce qui arrive. Donc, il faut vraiment réitérer inlassablement nos arguments.
Et cela est d'autant plus vrai que ce sujet est encore assez sensible pour les États, et c'est exactement ce que Jean-Daniel concluait également dans sa présentation. Et donc, c'est à nous, société civile, de les pousser à des avancées significatives. Donc, pour le futur, on va mettre à jour cette note de position et on va continuer de plaider auprès des États pour que la nouvelle résolution sur la question de la peine de mort qui sera présentée au Conseil des droits de l'homme en septembre 2023 invite le secrétaire général à consacrer son rapport 2025 au lien entre la torture et la peine de mort. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation aussi claire et une vue de l'intérieur. C'était vraiment passionnant. Et cap vers l'avenir, comme tu l'as très bien exposé en fin d'intervention. Merci, Marie. Je vais donner la parole à Xavier pour aller plutôt du côté régional et du côté de l'Union africaine. Merci Corentin. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir beaucoup de visages connus et de se retrouver ce soir. Peut-être pour vous donner du coup plus une perspective Union africaine et également nationale, parce que là je vais parler au titre de mes 2 casquettes de représentante auprès de l'Union africaine, mais également de responsable du programme sur la peine de mort. Du coup, une fois que le constat a été fait et que cette note de position a été élaborée, qui au départ donc devait nourrir le plaidoyer auprès de l'ONU, ça nous a permis de nous structurer et de structurer notre stratégie de plaidoyer à la FIACAT et on a pu la décliner à différents échelons, donc au niveau des Nations Unies, comme Marie vient de le présenter, également au niveau régional, donc avec l'Union africaine, mais également l'Union européenne, et au niveau national, du coup, avec un plaidoyer qui a été mené bien souvent conjointement avec certaines de vos ACAT. Pour revenir peut-être sur le niveau régional, je vais me concentrer sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. On a eu pour objectif, on souhaitait produire de la soft law, donc ce fameux droit mou, droit souple. C'est des règles qui sont des règles qui s'apparentent à des règles juridiques, mais qui ne sont pas obligatoires. Et en fait, on se disait qu'en faisant évoluer positivement cette soft law, cette loi douce, pour faire reconnaître un lien entre la torture et la peine de mort, on pouvait espérer faire bouger les lignes au niveau de la hard law, donc du droit dur et donc des conventions régionales, des conventions internationales. Et donc, au sein de la Commission africaine, nous avons organisé donc l'an dernier, il y a 1 an maintenant, un panel. Ce panel, il était en plénière. Ça signifie qu'il était dans une session de la Commission africaine, devant les États membres de l'Union africaine, devant les représentants de l'Union européenne, les représentants des Nations unies également, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons organisé un panel sur le lien entre torture et peine de mort. Et donc ce panel, il avait un triple objectif. Avec du coup nous, FIACAT, Coalition mondiale contre la peine de mort, qui était également du coup organisatrice, et la Commission africaine elle-même. Nous avions un objectif déjà de poser le débat, d'identifier, de discuter du lien entre torture et peine de mort, mais avec un référentiel africain. Et donc de sortir aussi de la logique onusienne et donc de se baser sur les décisions de justice nationale de cour africaine, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donc avec une dimension régionale, et également de discuter de la réalité africaine de la peine de mort, comme par exemple des conditions de détention ou des méthodes d'exécution appliquées. On avait un deuxième objectif qui était, du coup, toujours avec notre idée de créer de la soft law, c'était de promouvoir un projet de résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur le lien entre torture et peine de mort. Parce que la Commission africaine, elle a pour mandat l'interprétation de la charte de Banjul, de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, les résolutions peuvent donner une indication sur sa position actuelle. Donc, bien que la peine de mort ne soit pas interdite par le droit africain, le droit par la charte de Banjul, une telle résolution permettrait de montrer du coup que la Commission africaine considère que la peine de mort relève de la torture. Et donc viendrait nourrir les débats également aux Nations unies et à l'Union européenne. Et ça, c'était notre troisième objectif, c'est qu'on voulait avoir cette discussion-là
avec la Commission africaine et avec les États membres, les États africains, mais devant les Nations unies, puisqu'il nous disait qu'il n'y avait pas de nouveautés ou de récents développements sur la question, et également devant l'Union européenne, qui assiste à chaque session de la Commission africaine. Et donc, à l'issue de ce panel, une résolution donc, sur le lien entre la torture et la peine de mort a été préparée par la FIACAT, la Coalition mondiale contre la peine de mort, et proposée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et lors de la session de l'automne dernier, du coup, 6 mois plus tard, elle a été adoptée. Donc, bien entendu, la résolution a été remaniée. La résolution est moins ambitieuse que ce qui avait été proposé par la FIACAT, mais ça reste une victoire parce que nous, société civile, on tient également notre position d'avoir des demandes qui peuvent être ambitieuses et considérées comme non sérieuses de la part des États. Et c'est également, on va dire, la position de la Commission africaine de tempérer ça parce qu'elle, elle doit aussi satisfaire, on va dire, les États membres de l'Union africaine. Et donc, pour nous, ça a été une grosse victoire parce qu'on a pu produire de la soft law qui reconnaît le lien entre torture et peine de mort. Et donc, ce plaidoyer, ensuite, on l'a mené devant l'Union européenne, à qui on a présenté tout simplement les travaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et face à ça, l'Union européenne, maintenant, on a quand même bon espoir qu'elle va venir également appuyer notre plaidoyer devant les Nations unies. Et donc, c'est là qu'on voit en fait que cette stratégie de plaidoyer qui est à différents échelons vient se nourrir devant les différentes institutions. Peut-être dire que si ces débats de soft law, de jurisprudence, de doctrine devant du coup les instances régionales et internationales, ils peuvent paraître abstraits. Et donc cantonnés à un niveau supranational, il faut rappeler que nous, à la FIACAT, au secrétariat et au bureau international, il nous est impossible de mener un plaidoyer sans que ce plaidoyer il ait été mené au préalable par les ACAT. Et donc, on a également, dans le cadre d'un projet sur l'abolition de la peine de mort en Afrique, on a mené ce plaidoyer avec certaines ACAT du coup africaines. Souvent, donc, conjointement FIACAT-ACAT, mais parfois les ACAT toutes seules menaient également ce plaidoyer. Et ce plaidoyer, bien entendu, qui variait selon les contextes nationaux et les cibles de plaidoyer. Dans un pays rétentionniste, donc qui applique encore la peine de mort, où le débat même sur la peine de mort est rendu difficile, nous n'allons pas arriver, nous, société civile, sur nos grands chevaux, en arguant que la peine de mort est une violation en soi de l'interdiction absolue de la torture, parce que ça risquerait de couper tout dialogue en fait avec les autorités. Donc en fait, le but au niveau national, notamment dans des contextes qui vont être difficiles, ça va être plutôt ça va être davantage de changer de prisme, comme le disait Camille, et de nous mettre dans une logique de démonstration où nous, société civile, du coup, nous allons étudier point par point, dans un contexte national précis, donc aussi dans un ordonnancement juridique précis, comment la peine de mort, dans son application, va causer inévitablement du coup des dommages physiques, des souffrances psychologiques qui vont être assimilables à de la torture ou à des mauvais traitements. Et en fait, c'est également dans ce sens que cette note de position sur le lien entre torture et peine de mort, elle a été élaborée. Donc certes, élaborée par la FIACAT, mais peut-être aussi dire que cette note de position, elle a été co-signée par une vingtaine d'ONG, soit anti-torture, soit d'ONG spécialisées dans l'abolition de la peine de mort. Et en fait, cette note de position, on l'a aussi vue comme un outil pour les ACAT, à donner aux ACAT, car en fait, on étudie comment la peine de mort a pu être reconnue comme relevant de la torture à chaque stade, même si je trouve ça très maladroit, mais à chaque stade de l'application de la peine de mort. Et peut-être aussi dire un mot sur la journée mondiale contre la peine de mort. Donc, tout ce plaidoyer que la FIACAT mène au niveau des instances, on l'amène également au niveau de la société civile.
Et au sein même de la Coalition mondiale contre la peine de mort, on a mené un plaidoyer avec d'autres ONG, bien entendu. On n'agit jamais seul, mais pour que le lien entre torture et peine de mort soit examiné, notamment dans les travaux de la Coalition mondiale contre la peine de mort. Et donc, l'an dernier, il y a eu la 20e journée mondiale contre la peine de mort qui a porté sur cette thématique. Et cette année, donc 21e journée mondiale contre la peine de mort, il y a également du coup un focus qui est fait sur le lien entre torture et peine de mort. Et peut-être dire que donc lors de lors de la journée mondiale de la 20e, il y a nombre d'ACAT qui ont organisé du coup des actions de sensibilisation de l'opinion publique en faisant cette démonstration nationale, donc que ce soit au niveau des universités, lors de panels, dans des médias, à la radio, ou directement devant des autorités étatiques ou des parlementaires, l'administration judiciaire, pénitentiaire aussi, au niveau des conditions de détention. Et donc, beaucoup d'ACAT se sont appropriés la thématique pour la décliner dans leurs contextes nationaux. Certaines ACAT se sont, pour vous dire, juste concentrées, on va dire, sur les conditions de détention. D'autres se prononçaient davantage sur les méthodes d'exécution. Donc voilà, il y a vraiment eu une appropriation de la thématique. Et je pense que pour ouvrir la discussion, ce sera intéressant que vos différentes ACAT parlent de comment vous voyez, vous percevez cette thématique. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire également lors de cette prochaine journée mondiale contre la peine de mort, du coup le 10 octobre 2023 qui sera toujours du coup sur le lien entre la torture et la peine de mort? Et peut-être pour finir, donc toujours dans le cadre de cette journée mondiale contre la peine de mort, au sein même de la coalition mondiale, parce que c'est pas la FIACAT qui gère la journée mondiale contre la peine de mort, c'est bien la coalition mondiale contre la peine de mort. Mais nous, FIACAT, nous sommes engagés dans le groupe de travail qui va élaborer tous les outils, les posters, qui ont un lien avec la journée mondiale contre la peine de mort. Et du coup, depuis l'an dernier, il y a beaucoup de choses qui ont été produites pour les membres de la coalition mondiale et donc également les membres ACAT. Peut-être vous faire, il y a eu des kits de mobilisation qui ont été produits, des brochures vulgarisées sur la thématique parce que c'est bien entendu un débat un peu juridique, mais qui a des conséquences très concrètes lorsqu'on va étudier les conditions de détention, lorsqu'on va étudier l'attente, le syndrome du couloir de la mort. Des fiches détaillées, des recueils de témoignages également sur cette thématique, des fiches aussi, des fiches ou des outils pour savoir comment collaborer avec les Nations unies sur cette thématique. Et donc tous ces documents sont à retrouver au niveau du site de la Coalition mondiale et peut-être qu'on pourra vous envoyer donc dans le mail qui suivra ce café à 4 directement un lien pour que vous puissiez retrouver toute cette documentation qui, du coup, va être renouvelée pour cette 21e journée mondiale contre la peine de mort. Et pour conclure, j'ai été assez longue, désolée. Peut-être, du coup, comme disait Marie, nous sommes en train, du coup, nous allons mettre à jour cette fameuse note de position et donc pour la mettre à jour, nous allons faire un appel à contribution auprès des ACAT. Et donc pour ouvrir la discussion maintenant, je pense que ça peut être aussi intéressant si vous voulez nous donner vos apports sur cette thématique, donc à l'oral maintenant ou bien entendu plus tard à l'écrit quand nous allons lancer le mailing. Voilà, merci. Merci beaucoup, Xavier. Tu fais la transition parfaitement vers notre petit temps d'échange. Il est 17h45, donc on avait officiellement dit que cet événement pourrait aller jusqu'à 18h30, ce qui nous laisse quand même un beau petit moment pour échanger tous ensemble. Donc je m'inscris dans le prolongement de Xavier qui a justement souligné qu'un appel à contribution aurait bientôt lieu et peut-être vous donner la parole à toutes les personnes ici présentes et aux ACAT que vous représentez. Peut-être soit témoigner sur votre rapport à ce lien entre torture et peine de mort. Est-ce que votre ACAT s'est déjà saisi du sujet? Quelle est sa position dessus? Est-ce qu'elle a produit de la documentation? Est-ce qu'elle a mené des actions de plaidoyer sur ce sujet autour de cet axe-là?
ou bien tout simplement si vous avez des questions pour les personnes qui se sont exprimées, des précisions, ou simplement des points qui n'auraient pas été abordés. Donc voilà, je vous laisse la parole simplement pour vous signaler que vous avez une fonction lever la main tout en haut dans un petit bandeau. Normalement, alors il y a plusieurs interfaces parfois, donc on n'a pas forcément la même, mais généralement la fonction lever la main se trouve tout en haut de votre écran. Ouais, je vous invite simplement à cliquer dessus pour qu'on puisse prendre dans l'ordre les différentes interventions. Merci beaucoup. Alors, Claire, Merci, Corentin. Oui, vous avez parlé de cette mise à jour de la note d'opposition qui va être faite cet été. Qu'est-ce que vous voulez dire par mise à jour? Est-ce que c'est les dernières jurisprudences ou les dernières interventions qui ont été faites que vous allez ajouter? Et je me permets à l'occasion de ça de dire que quelque chose qui m'a beaucoup frappé au Congrès mondial contre la peine de mort à Berlin, moi qui n'avais jamais participé à un congrès mondial de ce genre-là, c'est l'impact extraordinaire de non seulement des témoignages, mais surtout de l'aspect artistique des témoignages, des chansons, des poèmes. Il y a eu un poème d'un détenu américain absolument bouleversant. Et je veux juste réitérer que ça m'apparaît comme étant très important dans une boîte à outils pour lutter contre la peine de mort. Mais je réitère ma question. Voilà. Merci. alors, quelqu'un qui veut intervenir peut-être Congrès mondial, ouais. Xavier, tu voudrais réagir? Oui, merci, beaucoup Claire. Je pense que ça peut être tout type d'informations, que ce soit des engagements des autorités, des articles de presse, qui sont parus dans vos presses locales, nationales. En fait, tout ce qui est dans le débat public peut nous aider à, mettre à jour cette note de position et bien entendu, comme tu le soulevais, de la jurisprudence, des articles de droit aussi, enfin de doctrine, de la Cour interaméricaine. Ça peut être tout et n'importe quoi et après à nous de voir de toute manière comment on ordonne ensuite nos sources. Mais ce qu'on a besoin de savoir en fait, c'est qu'on a besoin de prendre la température, on va dire, et à nous de rendre ça, juridique et de mettre la forme pour l'envoyer ensuite, à nos partenaires, techniques. Et ce que tu disais sur la culture, je te rejoins totalement. Je pense que c'est primordial parce que, outre ce débat sur le lien entre torture et peine de mort, on est très souvent à parler de droit, alors qu'il y a c'est une réalité, qui dépasse le droit, la peine de mort. Et bien souvent, ça va être des films, ça va être des témoignages qui vont nous marquer beaucoup plus. Et donc, dans les outils de la Journée mondiale, tous les ans, on a une rubrique donc avec des films à voir, des pièces de théâtre, des films à proposer pour faire des projections. Et lorsque vous désirez faire ça, il faut contacter du coup la Coalition mondiale, comme c'est marqué sur l'outil, qui peut vous permettre du coup d'avoir les supports audio ou vidéo pour organiser vos projections ou autres. Marie, tu voulais intervenir aussi en réaction à la question de Claire? Oui, je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à Xavier, mais je pense qu'effectivement, tout est intéressant dans le sens où, comme on l'a présenté, en fait, notre action, elle se fait à différents niveaux. C'est-à-dire qu'elle se fait au niveau des instances intergouvernementales, qu'elles soient internationales, comme le Conseil des droits de l'homme, ou bien régionales, comme la CADHP, par exemple. Mais elle va aussi se faire au niveau national, avec les rencontres de plaidoyer directes avec les autorités nationales, mais aussi avec les activités, justement, par exemple, lors de la journée mondiale. Et je pense que dans ces différents cas de figure, on recherche différentes choses. C'est-à-dire que quand on va être dans le cadre de notre plaidoyer aux Nations Unies, il va falloir qu'on se repose justement sur vraiment des textes juridiques, qu'ils soient contraignants ou pas, que ce soit des décisions de justice. Ça, ce sera vraiment important pour réussir à convaincre les autres États en face de nous, parce qu'en fait, ils vont devoir ensuite relayer ce plaidoyer. Et donc, ils veulent pouvoir s'appuyer sur quelque chose de concret, on va dire, pour essayer de convaincre et justifier leur position auprès des autres États qui sont plus
plus difficile à convaincre, dirons-nous. Ou en tout cas, voilà, certains États rétentionnistes notamment. Après, je pense, voilà, comme l'a dit Xavier, que pour ce qui est en revanche de la question de la sensibilisation du grand public, clairement, de diversifier nos outils. Et là, je pense aussi très sincèrement de sortir un peu du cadre traditionnel de conférences, enfin réunions, débats, qui sont finalement souvent des réunions d'initiés et de personnes qui sont souvent déjà convaincues, qui maîtrisent souvent le sujet. Ça peut être vraiment utile si on essaye d'impacter beaucoup plus un public beaucoup plus large. Donc, je te rejoins tout à fait. Et au passage, d'ailleurs, je pense que l'un et l'autre peuvent aussi se rejoindre parce qu'on peut aussi essayer de toucher humainement les diplomates qu'on a en face de nous. Et d'ailleurs, je me demande si le DFAE n'était pas représenté au Congrès mondial, en espérant qu'ils aient été aussi touchés que toi et qu'ils soient du coup plus ouverts à nos arguments ensuite qu'on leur présentera. Juste pour répondre à ce sujet, le Jean-Daniel, DFAE était là. Le DFAE était là, juste pour répondre sur ce point. Je connais les deux personnes qui étaient là. Mais que j'ai vu au tout dernier moment, malheureusement, je n'ai même pas pu vous les présenter parce qu'elles ont disparu aussitôt que je les avais repérées dans la foule. Merci. Pardon. Merci Jean-Daniel. Bernadette, tu voulais intervenir? Il veut pas. Si, ça y est. Il veut bien. Bon. Je voulais juste dire que pour l'année dernière, nous n'avons pas fait de choses particulières au niveau de la CAT France. Le lien entre torture et peine de mort, bon, nous, on l'a tranché déjà il y a 40 ans. Et par contre, on a un document, un film documentaire, un documentaire qui peut servir puisqu'il concerne une de nos actions. Il s'intitule Lettres du couloir de la mort. Il a été produit par KTO et il est à la disposition de la CAT France. Donc à ce moment-là, il faudra voir avec le service de communication de la CAT France, mais c'est un film donc qui parle des correspondances avec les correspondants condamnés à mort aux États-Unis, avec différents témoignages, un peu tous azimuts. Il dure 52 minutes et c'est un très bon outil de sensibilisation. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont vu, mais et puis c'est un bon support pour faire la publicité de la CAT, accessoirement. Merci Bernadette. On avait, alors je sais pas si c'est François, Frédéric, Monsieur Visa. Non, votre micro il est coupé, désolé. Voilà. Comme ça, on m'entend? C'est bon, on vous entend très bien. Oui. Je voulais savoir s'il y avait éventuellement une synergie avec d'autres ONG s'occupant des droits humains, comme Amnesty. Parce que donc moi, je représente ici un peu la CAT Belgique et j'ai un lien assez particulier avec Amnesty International, où j'ai travaillé pendant 41 ans, puis pour un problème de position trop radicale sur l'avortement, j'ai quitté. Et donc, les cas qu'on reçoit concernant la peine de mort, dont je m'occupais déjà à Amnesty, viennent assez curieusement d'Amnesty. Donc, c'est un retour à la maison d'origine, si vous voulez. Et donc, voilà, c'était pour savoir s'il y avait une synergie avec Amnesty, entre autres, et d'autres. Parce que c'est un peu dommage de faire cavalier seul de tous les côtés. Voilà. Très bien. Voilà, ma question est terminée. Pardon, désolé, je pensais que vous aviez terminé. Oui, j'ai terminé. Oui, Corentin, je peux répondre rapidement et après peut-être laisser la place à Marie qui mène vraiment le plaidoyer à l'ONU.
Comme je le disais, au niveau de ce plaidoyer, la FIACAT fait partie de la Coalition mondiale contre la peine de mort, du comité de pilotage, et on est très actifs dans les différents groupes de travail, et donc notamment dans la journée mondiale ou dans la résolution moratoire sur l'application, sur l'application d'un moratoire sur la peine de mort. Du coup, en travaillant au sein de la coalition mondiale, on travaille déjà du coup en synergie avec toutes les autres organisations de la coalition mondiale. Donc bien entendu, pas les 160 organisations, mais on va travailler très près avec l'avocat, le barreau de Paris, avec Ensemble contre la peine de mort, avec les FIDH. On a un micro à couper, il me semble. Ouais, je suis en train de regarder. C'est bon, je Hop, l'ai coupé. c'est bon. Du coup, on travaille en synergie avec beaucoup d'organisations non gouvernementales internationales, mais également du coup nationales en dehors des ACAT, tout ça au sein de la Coalition mondiale contre la peine de mort. Et peut-être dire la nouveauté, si on peut parler de nouveauté, c'est que cette réflexion, on l'a menée au sein de la Coalition mondiale, mais elle a été menée, et c'est là où je vais passer la parole à Marie, avec les autres ONG anti-torture. Et donc, en fait, nous, FIACAT, on a permis, je pense, de faire ce lien entre les différentes les différents domaines d'ONG. Et peut-être juste dire que Amnesty, c'est pas un point de divergence. Je le vois pas comme ça, mais Amnesty n'a pas cette position sur le lien entre torture et peine de mort, pour des raisons qui se comprennent aussi. Mais pour eux, la peine de mort ne relève pas de la torture. Et du coup, il n'y a pas de coutume naissante et on ne peut pas arriver devant les États en leur disant que du coup, la peine de mort est devenue illégale au titre du droit international. Marie? Oui, merci. Pour compléter, mais effectivement, c'est exactement ce qu'a dit Xavier. Nous, c'est un sujet forcément qui est important parce que c'est le cœur de notre mandat. Clairement, la FIACAT, elle se centre sur la lutte contre la torture et la peine de mort. Donc, le lien entre les deux, il est évident pour nous comme il l'est pour l'ensemble du réseau, hein, de manière générale, je dirais. Mais donc l'initiative est venue de nous d'élaborer cette note de position. Mais elle a été ouverte justement à la co-signature à plusieurs autres ONG, notamment les organisations membres de la coalition mondiale, et aux organisations, justement, comme le disait Gafsa, qui luttent contre la torture. Parce que finalement, pour nous, on estime que si on fait vraiment ce lien, ce combat, il doit être porté des deux côtés, tant par les organisations qui luttent pour l'abolition de la peine de mort que par les organisations qui luttent contre la torture. Et donc là-dessus, on va continuer à mobiliser un peu les organisations qui traitent de ces différents sujets. Et effectivement, il y a aussi d'autres initiatives avec lesquelles on collabore régulièrement et on a des échanges, notamment avec l'Université de Monash qui est en train aussi de développer des réflexions, des documents à ce sujet. Et donc là, on a aussi toutes nos relations bilatérales qui servent à nourrir les études de chacun. Et peut-être juste pour compléter concernant Amnesty, je pense que c'est toujours, comme je l'ai dit, cette approche, elle est quand même, elle peut être assez frontale parce qu'elle va, si elle aboutit, elle vient quand même conclure que tous les États qui sont rétentionnistes sont en violation du droit international. Donc c'est, je pense, peut-être trop fort pour certains États diplomatiquement et certainement pour certaines organisations aussi qui ont décidé de mener une stratégie de plaidoyer différente. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est en contradiction les uns avec les autres, mais plutôt qu'on a choisi d'avoir des angles d'attaque différents, mais qui se complètent. Donc je pense que c'est aussi ça la coordination, c'est de savoir aussi se répartir les angles d'attaque tout simplement. Merci Marie. Simplement aussi pour vous souligner que dans le chat a été partagée la liste des organisations co-signataires de la note de position, pour vous donner un ordre d'idée de la large coalition d'ONG du secteur et qui collaborent régulièrement ensemble, qui ont pu participer à ces efforts-là et qui en sont solidaires. Vous avez également les outils, documents, affiches,
qui ont été produits dans le cadre de la 20e journée mondiale contre la peine de mort que présentait tout à l'heure Xavier et qui s'intéressait justement au lien entre torture et peine de mort. Un lien directement vers le site de la coalition mondiale et accès à tous les documents nécessaires. Et j'avais également envoyé le lien vers la note de position, si vous voulez voir le document en l'état. Esteban, Oui, merci Corentin. Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais poser une question pour approfondir les sujets dont nous discutons. Existe-t-il des méthodes d'exécution ne relevant pas d'une torture? je vais peut-être donner la parole à Camille, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Alors, il y a des exécutions qui sont considérées comme plus humaines, mais en fait, en vertu du droit international tel qu'on l'a déroulé un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de ça n'existe pas en fait. Il y a des méthodes d'exécution, donc celles que j'ai citées, qui sont considérées comme des mauvais traitements ou une forme de torture par nature. Et après, pour les autres, ça va dépendre des personnes qui sont visées, donc notamment de l'état de santé, de l'état psychologique, de est-ce que la personne souffre ou non d'un handicap psychosocial ou intellectuel qui va lui permettre de comprendre son exécution et ce qu'elle signifie vraiment. Mais on ne peut pas considérer qu'une méthode d'exécution est à ce titre et à ce jour considérée comme humaine. Enfin, ça n'existe pas. Est-ce que je peux dire quelque chose à ce sujet, Corentin? Oui, je t'en prie. Merci, Jean-Daniel. Oui, je vous rappelle une chose, c'est que, sauf erreur, Mendes, l'ancien rapporteur spécial sur la torture, a dit que toute forme d'exécution, quelle qu'elle soit, est au mieux une peine ou un traitement cruel et humain dégradant, au pire de la torture. Hein, il y a toujours les deux aspects, c'est ou l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux en même temps, évidemment. C'est ou l'un ou l'autre. Et il a même ajouté, je crois, que d'après lui, le passage par les armes, comment est-ce qu'on dit ça en français? Oui, je crois que c'est ça le mot. Hein. Shooting by a firing squad en anglais. Le passage par les armes, c'était à tout le moins une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. Et je crois qu'il a probablement raison. Bon, si tu prends la lapidation ou la décapitation, c'est clair que c'est une torture. Ça tombe sous le sens. Bon, il y a tellement d'autres formes d'exécuter une personne qu'on ne peut pas entrer en matière là-dessus, mais je dirais par exemple qu'il y a une ONG qui est en train d'essayer de montrer que l'exécution par des injections létales était une forme de torture. C'est leur but. C'est assez intéressant. Et je suis en train de me demander si on ne devrait pas un jour peut-être examiner chaque forme d'exécution de la peine de mort pour dire, à notre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la torture? Est-ce que c'est une peine cruelle, inhumaine ou dégradante? C'est une question que je me pose. J'y réponds pas parce que je ne suis pas persuadé que c'est une bonne approche. Mais bon, peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Voilà, merci. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Daniel? Par ailleurs, les méthodes d'exécution qui sont considérées par la jurisprudence à l'heure actuelle comme étant par nature des formes de peine ou traitement cruel, non dégradant ou de torture, l'ont pas toujours été et elles le sont devenues du fait des progrès de la médecine légale. Or, on ne peut pas anticiper quels seront les progrès de la médecine légale à l'avenir, d'une part, et ensuite se pose la question aussi collectivement de, compte tenu de la gravité de la peine et du risque de préjudice qui du coup est irréparable, est-ce que en tant que société, dans un état donné ou au niveau régional ou au niveau international, on accepte de prendre ce risque ou non? Et bon, évidemment, notre réponse est bien sûr non. Voilà. Xavier, tu voulais intervenir? Tu avais ta main levée.
Oui, merci. Pour montrer, un raisonnement, comment on inverse justement le prisme de la peine de mort lorsqu'on, lit la peine de mort à travers, l'interdit de la torture. La question, c'est pas de savoir, est-ce qu'il y a un mode d'exécution qui est plus propre, à mon avis. C'est toi, Esteban, est-ce que tu peux me dire, s'il y a un mode d'exécution, qui ne s'apparente pas de la torture? Et concrètement, pour ça, c'est pas toi, Esteban, mais voilà, en fait, c'est qu'on retourne la question plutôt de dire ça, c'est prouvez-nous que ça ne relève pas de la torture ou des mauvais traitements. Et concrètement, en l'état, qui peut dire ce que ça fait de mourir? C'est aussi, non, mais c'est bête, mais c'est aussi un des arguments qu'on utilise en plaidoyer. Ça n'est pas possible. Personne ne peut dire ce que ça fait de mourir. Du coup, c'est quelque chose qu'on va utiliser, nous, en plaidoyer très concret, pour, on va dire, sortir, de ce débat sur, les méthodes d'exécution propres ou non. Et peut-être pour revenir sur les méthodes d'exécution propres, parce qu'il y en a pas 36, il y en a une qui est citée, qui est, du coup, l'injection létale, qui a été vraiment, vue, comme la méthode la plus propre, qui ne causait pas de douleur, aux personnes que l'on tuait. Et c'est là où le parallèle entre peine de mort et torture est, à mon sens, encore plus pertinent. C'est qu'on va dire du côté du monde anti-torture, il y a une initiative, qui s'appelle, l'Alliance mondiale pour un commerce sans torture. Et dans cette initiative, il y a notamment des laboratoires pharmaceutiques qui vendaient, donc aux États-Unis, là où l'injection létale est le mode d'exécution le plus répandu, et prévu par la loi. En fait, les États-Unis maintenant se retrouvent à court, d'injections, enfin de produits, pharmaceutiques pour faire les injections létales et donc n'arrivent plus à exécuter, leurs condamnés à mort. Au point où, du coup, donc du fait de l'engagement des laboratoires pharmaceutiques dans ce commerce, sans torture et au point où maintenant les États-Unis, je pense que vous les avez vus passer par la presse, puisqu'ils ne peuvent plus exécuter proprement, décident de revenir à ce qu'on appelle le peloton d'exécution. Et donc c'est là où on voit toute l'aberration, de ce mode de torture propre, qui, serait là pour ne pas, causer, de souffrance, aux détenus et on voit l'hypocrisie au final de ce débat à mon sens. Juste. Oui, Jean-Daniel. Ah, j'ai levé la main. Oui. Écoutez, Corentin, Xavier, Marie et Camille, je crois, m'avaient dit, quand on préparait un petit peu notre café thématique sur ce sujet, que je pourrais peut-être dire quelques mots sur mon expérience de négociateur. Parce que j'ai eu cette chance que vous n'avez pas, malheureusement, c'est de négocier en tant qu'État. Et je peux vous dire, j'ai fait après ma retraite, je crois que c'était en 2014, j'ai fait la stratégie de la Suisse contre la peine de mort. C'était un immense papier que j'ai fait pendant plusieurs semaines. Et le but, je peux vous dire, de la Suisse, c'est vraiment de montrer un jour que la peine de mort est contraire à la dignité humaine et aux droits de l'homme, aux droits humains, pardon. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que on dit que la politique, c'est l'art du possible. Ben, dans les droits de l'homme, c'est encore plus l'art du possible, ou voire de l'impossible des fois. Donc le mot d'ordre, c'est un petit peu hâte-toi lentement. Et je peux vous dire que c'est vraiment difficile sur ce sujet-là d'avancer. Que ce soit à New York sur la résolution sur l'application d'un moratoire à la peine de mort, que j'ai eu la chance aussi de négocier la première résolution, c'était en 2007, et ensuite 2008, 2010 et 2012, ensuite j'ai arrêté. Et à Genève, c'est la même chose aussi. Quand on a commencé en juin 2016 avec cette résolution sur la question de la peine de mort, on s'est bien rendu compte, encore davantage qu'auparavant, que c'est extrêmement difficile et vous pouvez faire confiance quand vous avez une coalition comprenant en principe, une coalition interrégionale, comprenant en principe 2 États par continent. Les 5, hein, ça fait 10, 2 fois 5, 10. Et bien, quand vous avez cette coalition qui est en train de présenter un projet de résolution,
Vous avez, par exemple, pour prendre l'Afrique, vous avez tout de suite le Botswana qui fonce chez les 2 représentants africains dans la coalition interrégionale. Vous avez le Singapour qui est vraiment le number one pour la peine de mort, qui vient auprès des États asiatiques et auprès de tous les autres aussi, qui prend la parole à tout bout de champ, qui vous démolit politiquement from the floor, comme on dit. C'est vraiment pas évident. Et je peux vous dire, vous devez faire des déjeuners, voire des dîners, des cocktails, où on ne parle que de ça. On se bat pour avoir un petit progrès sur le fond, un petit paragraphe préambulaire, un petit paragraphe opérationnel. Et il y a toujours des États, même des États abolitionnistes, qui vous disent « Ah mais non, stop, il ne faut pas perdre des voix. Et si vous voulez ajouter ce petit paragraphe, eh ben on va perdre 1 ou 2 ou 3 voix. Il faut toujours avoir plus de voix. » Et moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense qu'il faudrait au moins avoir l'équilibre. C'est-à-dire que le but ultime, c'est de faire aussi à chaque fois, tous les 2 ans, à Genève sur la question de la peine de mort, et peut-être aussi à New York, à mon avis, mais ça, ce n'est pas la Suisse qui est en charge pour le moment. Et ça serait d'avoir un petit progrès sur le fond qui nous permet à tout le moins d'avoir le même résultat au niveau du vote. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours un vote, il n'y a jamais de consensus sur cette question. Et il y a beaucoup d'États qui, malheureusement, ne veulent pas de progrès sur le fond, mais qui veulent plus d'États qui co-sponsor, comme on dit, qui se portent co-auteurs de la résolution. Et ils se fichent complètement de l'évolution sur le fond de la résolution. Et c'est très difficile à accepter, mais c'est comme ça. Et je peux vous dire aussi que la Suisse, qui est à l'origine de cette résolution de juin 2016, que j'ai aussi, comme je l'ai dit, eu la chance d'établir et de défendre et de négocier, elle est peut-être trop réaliste, trop attentiste. Elle n'ose pas aller trop loin. Je la comprends parce que ce n'est pas elle qui parle. Elle doit parler au nom des, je crois qu'ils sont 10 ou 11 États dans la coalition interrégionale. Et là, il y a aussi des États qui freinent. Ce n'est pas facile du tout d'aller de l'avant. Moi, j'espère qu'un jour, je ne dirais pas en 2023, en septembre, lors de la prochaine résolution du Conseil des droits de l'homme, mais j'espère qu'un jour, on arrivera, et j'y crois profondément, on arrivera à demander au secrétaire général des Nations Unies, dans son supplément au rapport sur la peine de mort, d'étudier le rapport qui existe entre l'article 6, droit à la vie, du pacte international sur les droits civils et politiques, et d'autre part l'article 7 sur l'interdiction de la torture. Quel est le rapport entre l'article 6 et l'article 7 du pacte international sur les droits civils et politiques? Parce que ça met en conjonction les 2 droits absolus qui sont notre pain quotidien en tant qu'ACAT et FIACAT. C'est par là qu'on y arrivera un jour, mais je ne sais pas qu'on y arrivera. Donc encore une fois, il faut être malheureusement patient. Et comme je l'ai déjà dit, et ça a été répété aujourd'hui, je crois qu'il nous appartient à nous, à la société civile, de travailler ensemble, aussi avec les médias, bien entendu, et tous les autres acteurs qui sont là, pour faire avancer les choses. Mais, encore une fois, beaucoup d'États pensent que ils nous disent « hâtez-vous, mais lentement, n'allez pas trop vite ». Et ça, c'est vraiment un peu fichant pour des gens de la société civile, y compris moi qui le suis devenu, puisque je suis membre du Bureau international de la FIACAT. Alors voilà, soyons réalistes, mais hyper engagés, allons-y, fonçons, mais on y arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas si je serai encore là pour le voir, mais vous le serez, vous les jeunes. Merci. Merci Jean-Daniel. Je me permets Marie, il me semble que... Ouais. Corentin a pris notre relais de traduction, donc c'est pour ça que j'allais intervenir sans lui laisser la modération pour lui faciliter la tâche. Je voulais juste appuyer ce qu'a dit Camille aussi sur un peu l'évolution
tout simplement, que le concept, enfin, les droits humains sont un concept qui évolue dans le temps et on le voit sur beaucoup de sujets différents. On voit très bien que la position qu'il y avait au moment de la création de l'Organisation des Nations Unies n'est pas du tout la même qu'à l'heure actuelle. On le voit même à quelques petites années de décalage. Et donc, de ce fait, il faut avoir aussi une interprétation dynamique des différents instruments qu'on a. Et c'est la position qui a été d'ailleurs adoptée par un grand nombre d'organes de supervision, que ce soit au niveau international ou régional. Et c'est d'ailleurs, et Camille le mentionnait, ce qui a été fait dans le cadre des châtiments corporels. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont été acceptés dans le cadre malgré l'interdit de la torture. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était incompatible. Et on a accepté que cette évolution, on a accepté que la situation au moment de la négociation du TT n'était pas la même qu'au moment où la discussion a réémergé et qu'au moment où finalement il a été décidé que les châtiments corporels étaient une forme de torture. Et donc, la même chose s'applique à la peine de mort. On est en train d'évoluer et chaque année qui passe, je pense que des nouvelles discussions et des nouveaux témoignages, des nouvelles preuves scientifiques apparaissent comme quoi certaines méthodes ne sont pas acceptables car elles constituent une forme de torture ou de PTCID. Et je voudrais aussi noter, et c'est intéressant, je pense, de le souligner, pour se rendre compte aussi de l'impact qu'on a, la première résolution sur la question de la peine de mort qui avait été adoptée par le Conseil des droits de l'homme en 2014, elle ne contenait pas de référence à l'interdit de la torture. Elle se référait aux travaux du rapporteur spécial sur la torture, mais c'est la seule référence qu'on avait à la torture. Alors que si on regarde la dernière résolution de 2021, un des premiers paragraphes consiste à rappeler l'existence de la Convention contre la torture, alors qu'initialement, on se contentait de se référer au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son deuxième protocole facultatif. Donc je trouve que là aussi, on voit l'évolution rien que de par cette résolution qu'on essaye d'impacter. Elle a déjà évolué dans ce sens-là. Et elle indiquait même en 2021 qu'il fallait justement s'intéresser aux violations de l'interdit de la torture dans le cadre de l'application de la peine de mort. Donc, moi, je suis quand même assez optimiste pour dire qu'on va dans cette direction. Après, la question, c'est combien de temps ça va prendre aussi pour atteindre le but voulu. Je crois que Corentin lève la main. Je ne sais pas si Jean-Daniel voulait intervenir. Écoutez, moi, j'étais en train de me demander, ça me vient à l'esprit, mais c'est plutôt une discussion qu'on pourrait avoir entre nous de la FIACAT, c'est est-ce qu'il serait utile d'écrire au ministre suisse des Affaires étrangères, au plus tard cet été, en vue de la résolution sur la question de la peine de mort de septembre 2016. Je ne sais pas, je suis en train de me demander une lettre de la FIACAT à ce sujet. Je n'entre pas dans le détail, mais on pourra en discuter. Je lance l'idée comme ça, et vous me direz ce que plus tard, entre nous, ce que vous en pensez au SI. Merci. Je pense je me permets de rebondir vu que je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées, mais n'hésitez surtout pas, tous les participants, à intervenir, à nous partager votre avis, aussi si vous avez des doutes, des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris. Mais pour répondre à ta question, Jean-Daniel, je pense que effectivement, ça peut être intéressant d'attaquer par différents angles, d'attaquer à un échelon assez haut, même si ensuite on est en contact avec les techniciens qui négocient et qui travaillent plus directement sur la résolution. Je pense que tout est intéressant. Après, j'avoue que l'expérience que j'ai eue, la Suisse était tellement bloquée face à cet argument que j'aurais tendance à vouloir essayer de passer par d'autres États. Je pense qu'on peut essayer, ce serait une stratégie, mais à discuter entre nous. Hein, on est en pleine réflexion, il n'y a rien qui a été acté, on n'a même pas eu forcément l'occasion d'en parler vraiment entre nous. Mais je pense qu'il serait intéressant justement d'essayer de mobiliser des États qui sont déjà favorables et qui ont déjà porté ce sujet pendant les négociations et de leur dire essayez, vous, de contacter la Suisse en amont parce que je pense que la Suisse sera plus ouverte aux arguments portés par les États, même si on est derrière, que si on arrive directement. Mais l'un n'empêche pas l'autre après. Je pense aussi que plus on multiplie les actions, plus on a de chances
d'arriver à notre but. Alors, je me permets, j'ai une petite question. Je me demandais le fait que la peine de mort, le fait que la peine de mort soit parfois une sanction légale, écarte-t-elle automatiquement la possibilité qu'elle soit considérée comme une torture? Euh, c'est toujours, à vrai dire, même une sanction légale, parce que sinon, je pense que la définition même de la peine de mort, c'est justement qu'elle soit comprise dans l'arsenal juridique national. Et c'est une très bonne question, mais justement, on l'a parlé à différentes occasions. C'était la même situation s'agissant des châtiments corporels. C'était souvent des châtiments prévus, enfin, c'était des sanctions légales, et ça n'a pas empêché qu'on estime qu'il s'agisse d'une torture. Ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'effectivement, si on regarde la définition de la torture qui est donnée par la Convention contre la torture, dans son article 1, alinéa 1, il me semble la dernière phrase, bien que je ne la connaisse pas par cœur, il se réfère justement, ils excluent du champ de la torture les sanctions légitimes, je crois, pas légales, légitimes. Légitime, juste. C'est ça. Et en vérité, vu que la question s'est posée pour les châtiments corporels, de dire mais ces sanctions sont prévues dans la loi, donc, par la loi, donc il s'agit de sanctions légitimes, on ne peut pas estimer qu'il s'agit de la torture. Mais cet argument a été écarté. Désolée, je me rends compte que je parle très vite alors qu'il faut traduire derrière, des discussions assez juridiques. Mais donc, vu qu'on a écarté cet argument pour les châtiments corporels en se disant qu'en vérité, il faut comprendre les sanctions légitimes sous le prisme du droit international et pas du droit national exclusivement. Donc en vérité, on n'est pas limité et ça n'exclut pas la possibilité que ce soit reconnu comme une forme de torture ou de mauvais traitement. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est quand même un point assez technique et juridique. Oui, merci beaucoup, Marie. C'était très clair. Alors, il est 18h24. Est-ce que quelqu'un aurait une autre intervention ou simplement partager son témoignage du combat de son A4, peut-être de l'investissement sur ce sujet-là, sur cet axe, explorer le lien entre torture et peine de mort dans son plaidoyer ou dans des actions que vous avez pu faire auprès de vos sympathisants, de vos membres? Je sais pas. Si des personnes ici présentes veulent partager, elles sont vraiment les bienvenues à le faire. Tout simplement, il est peut-être 18h25. Il y a eu pas mal d'interventions et c'était assez conséquent, notamment sur un format virtuel. Donc, je pense que peut-être qu'on est arrivé au bout de nos échanges. Ou si quelqu'un a encore une intervention, qu'il ou elle se lève et parle. Non? Bon, bah, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence, pour avoir suivi ces échanges. Je pense que c'était très important pour nous, bureau et secrétariat international, de partager toutes ces réflexions avec vous et pouvoir un petit peu infuser ces idées dans la fédération. Ce ne sont pas des idées arrêtées, qui sont des idées aussi à discuter et à collaborer sur ces sujets-là entre ACAT et FIACAT, sachant que la FIACAT est tout à fait disposée à accompagner les ACAT qui souhaitent explorer plus en détail ce lien et rejoindre ce plaidoyer, comme on le disait, qui est porté quand même par différentes organisations aujourd'hui. Et voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir été présents. Merci aux panélistes d'être intervenus pour ces interventions un peu plus claires à différents niveaux. Je vous rappelle simplement que l'enregistrement vidéo de cet événement d'1h30 sera disponible sur la chaîne YouTube de la FIACAT, uniquement pour les ACAT. Vous pourrez le partager au sein de vos cercles, évidemment, mais elle sera disponible en privé. Je vous rappelle également que dans le chat, il y avait différents liens qui seront remis dans un mail à la suite de ce café-là, si vous voulez accéder aux différents outils, à la note de position qui a été rédigée par la FIACAT.
et voilà, différents documents qui pourront être utiles. Et simplement rappeler que les membres du secrétariat comme du bureau se tiennent disponibles pour échanger avec les ACAT à ce sujet-là. Je vous invite particulièrement à vous adresser à Marie et Xavier qui suivent ce sujet de très près, ou au sein du bureau, notamment à Jean-Daniel, mais d'autres seront ravis d'échanger avec vous sur ces aspects-là. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.